Une fois les flashs éteints et les applaudissements évanouis, une bataille silencieuse s'engage. Une lutte non pas pour des couronnes ou des territoires, mais pour quelque chose de bien plus éternel, un héritage ciselé dans les carats. Nous avons pris l'habitude de mesurer la valeur des trésors royaux en millions de dollars, comparant les colliers à des vaisseaux de guerre et les diadèmes à des escadrilles. Mais que se passerait-il si, derrière l'éclat du collier le plus cher du monde, se dissimulait une histoire non de triomphe, mais d'abdication? Et si une broche d'apparence modeste recelait un secret capable de réécrire l'histoire de toute une dynastie? Aujourd'hui, oublions les étiquettes de prix. Partons en quête de la véritable préciosité pour répondre à une seule question. Quel bijou est réellement le plus inestimable et quel prix ses propriétaires ont-ils dû payer pour lui? Pour saisir la véritable signification du bijou royal le plus onéreux, nous devons nous transporter en l'an 1947. La Grande-Bretagne, meurtrie par la Seconde Guerre mondiale mais non brisée, vivait sous un régime d'austérité drastique. Rationnement, rues grises, visages fatigués. Le pays se remettait lentement et il semblait qu'il n'y eût plus de place pour l'éclat et le faste dans ce monde nouveau. Or, au cœur de cette ascèse généralisée, le mariage imminent de la princesse héritière Élisabeth et du lieutenant Philip Mountbatten s'imposa comme un symbole national d'espoir, une promesse de retour à la lumière, à la fête et à la beauté. Au même moment, à des milliers de kilomètres de la brumeuse Londres, dans la principauté indienne d'Hyderabad, régnait Asaf Jah Sept, mieux connu sous le nom de Nizam d'Hyderabad. Il était réputé être l'homme le plus riche du monde, un souverain dont les trésoreries débordaient des légendaires diamants de Golconde, de perles et d'émeraudes. Sa fortune était si colossale qu'elle était devenue une légende de son vivant. Et cet homme, observant les préparatifs du plus grand événement mondain de la décennie, décida d'offrir un cadeau qui marquerait l'histoire. Le dessein était à la fois simple et génial par sa prodigalité. Le Nizam ne commanda rien de précis. Au lieu de cela, il s'adressa à la maison Cartier, à Paris, joaillier des rois et roi des joailliers, avec des instructions sans précédent. Il fit savoir à la princesse Élisabeth qu'elle pouvait se rendre dans la boutique Cartier et y choisir absolument n'importe quel cadeau de mariage, celui qu'elle souhaiterait. Ce n'était pas un simple don, c'était une démonstration de possibilités illimitées et d'une psychologie subtile, un droit de choix offert à la future reine. Le choix de Cartier ne fut pas le fruit du hasard. Au milieu du XXe siècle, cette maison française était devenue l'absolu synonyme de goût aristocratique, d'innovation et de qualité irréprochable. Ce fut Louis Cartier qui fit du platine le métal de prédilection pour les bijoux en diamant, révélant ainsi toute la pureté et le froid éclat des pierres. Leur style, des délicates guirlandes de l'époque Belle Époque à la géométrie audacieuse de l'Art déco, a façonné la mode joaillière pendant un demi-siècle. Confier le choix d'un cadeau à Cartier, c'était faire confiance au meilleur des meilleurs. Et la princesse fit son choix. Parmi la multitude de chefs-d'œuvre qui lui furent présentés, son regard s'arrêta sur un collier créé par la maison dès les années 1930. Ce n'était pas une création éphémère, mais la quintessence du style Cartier de cette époque, complexe, monumental et pourtant d'une délicatesse incroyable. En le choisissant, Élisabeth démontra non seulement un goût impeccable, mais aussi la compréhension qu'un véritable chef-d'œuvre est intemporel. Ainsi naquit la légende. Le collier du Nizam d'Hyderabad ne vit pas le jour comme une simple commande d'un riche client. Il devint un acte de diplomatie, un symbole de lien entre l'ère déclinante des Maharajas indiens et le nouveau siècle naissant de la monarchie britannique. Ce n'était pas un simple cadeau de mariage. C'était un pont entre deux mondes, forgé de platine et de diamants les plus purs. Oublions un instant son prix et son histoire. Imaginons-le à présent, posé devant nous sur un velours sombre, sous la lumière d'une lampe de joaillier.
Ce n'est pas qu'un simple collier. C'est une cascade de lumière figée, une rivière de feu pur capturée dans un sertissage de platine. Son architecture frappe par sa complexité et son harmonie. C'est une véritable cathédrale joaillière en miniature. Au cœur de la composition, un élément central d'une rare complexité. Les joailliers de Cartier y ont enchâssé 13 diamants d'une pureté irréprochable, taillés en émeraude. Disposés selon un motif strict, presque architectural, ils évoquent une perfection géométrique et glaciale, caractéristique du style Art déco. Chaque gemme, tel un petit miroir, capte la lumière et la diffracte en une myriade d'éclairs froids. De ce centre, telle la dernière goutte parfaite, un grand diamant en forme de poire se détache, achevant la verticalité de la composition et attirant tous les regards. De ce noyau, 2 chaînes asymétriques s'étirent de part et d'autre, tressées de 38 diamants à la taille ronde classique. Les joailliers ont œuvré pendant des mois pour assembler des pierres parfaitement assorties en couleur, en pureté et surtout en jeu de lumière. Contrairement à la rigueur de la partie centrale, ces chaînes ne sont pas contraintes par une forme rigide. Elles sont mobiles, vivantes. Elles ruissellent et enlacent le cou, comme une lumière liquide. Chaque mouvement de la propriétaire faisait danser des dizaines de ces petits soleils, créant autour d'elle une aura d'éclat. Le platine, héros invisible de ce chef-d'œuvre. Son éclat froid et aristocratique ne rivalise pas avec les diamants, mais leur sert de toile de fond idéale, rendant les pierres visuellement encore plus grandes et plus pures. Contrairement à l'or, le platine ne leur confère aucune nuance jaunâtre, permettant de révéler leur véritable couleur glacée. Les montures, d'une finesse extrême, presque invisibles, qui fixent chaque pierre, sont la signature de Cartier, créant l'illusion que les diamants flottent dans l'air, connectés par la seule magie. Ce luxe est parachevé par le fermoir, une œuvre d'art en soi, ornée d'une myriade de diamants plus petits et reprenant les motifs de l'élément central. Son clic discret et assuré, c'est le son d'un trésor qui se referme, la promesse de fiabilité et de perfection dans chaque détail. En le touchant, on pouvait ressentir une agréable pesanteur, non pas un fardeau, mais la confirmation tangible d'un statut et d'une histoire encapsulée dans le métal et la pierre. Là réside le génie de Cartier. Marier la géométrie rigoureuse de l'art déco, visible dans la partie centrale, à une fluidité gracieuse, rappelant le style guirlande de l'époque édouardienne. Ce n'est pas un simple bijou, c'est une sculpture. Son poids total en carats équivalait à une fortune capable d'acheter une rue entière dans le Londres de l'après-guerre. Mais sa véritable valeur ne résidait pas dans les chiffres, mais dans le rêve de beauté incarné, ressuscité des cendres du conflit. Le premier triomphe du collier eut lieu avant même qu'il ne touche la peau de la princesse. Fin 1947, une exposition publique des cadeaux de mariage fut organisée au Palais Saint-James. Des milliers de Britanniques, habitués aux files d'attente pour le pain, faisaient désormais la queue pendant des heures pour contempler cette merveille. Et parmi les montagnes de cristal, d'argent et de dentelle, il était le joyau principal, le collier du Nizam d'Hyderabad. Exposé en vitrine sous les lumières des projecteurs, il n'était pas un simple cadeau, mais un message venu d'un autre monde, presque féerique, où il n'y avait pas de ticket de rationnement ni de grisaille d'après-guerre. Mais son véritable lancement, le moment où il se mua en légende, fut immortalisé par l'objectif du grand photographe Cecil Beaton. Peu après le mariage, une série de portraits officiels de la jeune princesse fut publiée. Sur ces clichés, Élisabeth, vêtue d'une robe de satin signée Norman Hartnell, regardait l'avenir avec une calme assurance, et à son cou reposait ce fameux présent. Sur les photographies en noir et blanc, le collier apparaissait non pas comme un simple ornement, mais comme une source de lumière. Les diamants captaient et démultipliaient la lumière du studio, créant autour de la princesse une aura d'éclat presque surnaturelle. C'était une alliance parfaite.
La jeunesse et la fraîcheur de l'héritière du trône, âgée de 21 ans, étaient équilibrées par la grandeur monumentale du bijou. Si les colliers de perles qu'elle portait pour son mariage soulignaient son rôle de fille et d'épouse, le collier de diamants Cartier devint l'accord final de sa métamorphose en futur monarque. Il ne l'ornait pas, il la couronnait. C'était le symbole visuel du passage du bonheur personnel à la responsabilité d'État. Il reposait sur ses clavicules comme une régale, comme le signe de son nouveau rôle mondial. La réaction des contemporains fut celle d'une bombe qui éclate. Journaux et magazines du monde entier rivalisaient d'épithètes, tentant de décrire cette rivière de diamants, cette cascade de lumière, ce don digne de 1000 reines. Pour le public britannique, ce fut une bouffée d'air frais, un conte de fées incarné qui permettait d'oublier les difficultés un instant. L'admiration se mêlait à un respect mêlé de crainte. L'histoire de l'homme le plus riche du monde, qui permit à leur princesse de choisir n'importe quel cadeau, devint instantanément une partie du folklore national. Mais derrière l'enthousiasme du public se cachait aussi un fin calcul politique. Ce don n'était pas seulement un acte de générosité, mais aussi un acte de diplomatie. L'année où l'Inde britannique cessa d'exister, ce geste de l'un des dirigeants indiens les plus puissants démontrait un lien indissoluble et un respect envers la couronne britannique. Le collier devint un symbole de la nouvelle ère du Commonwealth des nations, une union fondée non plus sur la domination coloniale, mais sur la reconnaissance mutuelle et le prestige. Ainsi, sous le feu des projecteurs, un simple chef-d'œuvre de joaillerie se transforma en un puissant artefact politique. Avec l'avènement au trône, en l'an 1952 d'Élisabeth II, le collier du Nizam d'Hyderabad cessa d'être un simple cadeau de mariage. Il devint l'un des instruments clés de l'arsenal diamantifère de la jeune reine, le symbole de son nouveau statut éblouissant. Si, les premières années, il soulignait la jeunesse et le romantisme, il devint alors le point d'ancrage visuel de son règne, l'incarnation de la stabilité et de la grandeur de la monarchie britannique dans un monde en mutation rapide. Son véritable âge d'or commençait. C'est entre les mains d'Élisabeth II que le collier devint sa signature de diamant. Pendant des décennies, il apparut régulièrement sur les portraits officiels les plus significatifs, témoins silencieux du temps qui passe. Les modes, les coiffures, même les traits du visage de la reine changeaient, mais la rivière de diamants à son cou restait immuable. Des premiers clichés de Dorothy Wilding, qui servirent de base aux timbres postaux, aux photographies plus tardives, le collier fut toujours là, créant un fil ininterrompu de continuité et soulignant l'éternité de l'institution monarchique. Ce fut son choix pour les occasions les plus solennelles. Banquet d'État au palais de Buckingham, réceptions officielles en l'honneur des dirigeants mondiaux, ouverture de sessions parlementaires. C'est lors de ces moments que le collier Cartier brillait de tout son éclat. Sa monumentalité était idéale pour de tels événements. Il ne se perdait pas au milieu des robes de soirée somptueuses et des rubans d'ordres éclatants, mais devenait au contraire le centre de l'ensemble de la tenue. En le portant, la reine affirmait sans un mot l'importance du moment et le haut statut de ses invités. C'était la diplomatie joaillière à son apogée. Aucun scandale retentissant ni histoire dramatique n'est lié au collier, et c'est précisément ce qui fait son unicité. Il n'était pas un porte-bonheur ni un objet de vénération superstitieuse. Dans le monde pragmatique d'Élisabeth II, il était un outil de travail irréprochable. Elle l'appréciait pour sa polyvalence, sa capacité à s'harmoniser avec n'importe quelle robe et n'importe quel diadème, pour sa beauté incontestable et universellement reconnue, qui ne nécessitait aucune explication ni pour le président des États-Unis, ni pour un chef africain. Le collier est devenu une partie si intégrante de son image que, pendant plus de 60 ans, il fut impossible de l'imaginer sur quelqu'un d'autre. Il était le prolongement de sa personnalité, aussi reconnaissable que son éternel sac à main l'honneur ou sa petite meute de corgis adorés.
Il était l'hymne silencieux de son règne, majestueux, impeccable et inébranlable. Ce long et glorieux chapitre, au cours duquel le collier appartint exclusivement à une seule femme, la plus célèbre du monde, le transforma en bien plus qu'un simple bijou. Il absorba l'aura de son pouvoir, de sa longévité, de son époque. L'âge d'or de ce collier fut l'ère d'Élisabeth II. Et chacune de ses apparitions publiques ne fut pas une simple démonstration de faste, mais un nouveau chapitre d'une histoire vivante, écrite dans le langage des diamants. L'histoire du collier du Nizam d'Hyderabad ne semble, à première vue, receler aucune ombre funeste. Nul fantôme de reine suppliciée ne se mire dans son froid éclat, nulle malédiction ne le hante, et pas la moindre goutte de sang ne vient entacher sa provenance immaculée. Pourtant, l'ombre de ce trésor est bien plus profonde et réelle que n'importe quel mythe. Elle ne réside pas dans le bijou lui-même, mais dans le prix payé par son donateur, un prix qui ne se mesure pas en carats, mais dans le destin d'un royaume tout entier. Asaf Jah Sept, le Nizam d'Hyderabad, était une figure pétrie de paradoxes. Un souverain fabuleusement riche, dont les revenus alimentaient les légendaires mines de diamants de Golconde, mais paradoxalement réputé pour sa frugalité personnelle. Sa fortune était aussi colossale que la pauvreté de ses sujets. Et en 1947, ce monarque puissant, dont la richesse était devenue une légende, se tenait au bord d'un précipice historique. La clé de la véritable dramaturgie de ce don réside dans son contexte historique. 1947 n'est pas seulement l'année du mariage royal, mais aussi celle de la partition de l'Inde britannique. L'Empire s'effondrait, et sur ses décombres naissaient de nouveaux États hostiles. Le Nizam, souverain musulman d'une principauté à majorité hindoue, tentait désespérément de maintenir l'indépendance d'Hyderabad, refusant de rejoindre l'Inde ou le Pakistan. Son don généreux à la future reine n'était pas un simple geste de bonne volonté. C'était une manœuvre politique subtile, presque désespérée, l'enjeu de la plus grande partie de sa vie. Le Nizam espérait qu'un cadeau aussi sans précédent lui assurerait la bienveillance et peut-être le soutien politique de la couronne britannique dans sa lutte pour la souveraineté. Il n'achetait pas un ornement pour une princesse, il tentait d'acquérir un puissant allié. Mais l'histoire en décida autrement. À peine une année plus tard, en septembre 1948, l'armée indienne entra dans Hyderabad et la principauté fut annexée de force à l'Inde. Le grand Nizam perdit son trône et son pays. Sa stratégie avait échoué. C'est ici que les rumeurs cèdent la place aux faits. La malédiction du collier n'est pas une invention autour des malheurs de ses propriétaires, mais une cruelle ironie du destin. Il est devenu l'investissement politique le plus coûteux et le plus inutile de l'histoire. Chaque fois que la reine Élisabeth le portait, il brillait non seulement de l'éclat des diamants, mais aussi du reflet d'un empire effondré, d'espoir brisé et de la tragédie personnelle du dernier Nizam. C'est là sa véritable et authentique énigme, un éblouissant monument à une immense erreur politique payée au prix d'un royaume entier. Le 8 septembre 2022, le rideau n'est pas tombé sur l'une des plus longues monarchies de l'histoire. Ce jour-là, une époque est entrée dans les annales. Avec le départ de la reine Élisabeth II, un chapitre entier de l'existence des plus grands trésors du monde s'est refermé. Et pour le collier du Nizam d'Hyderabad, son fidèle compagnon de diamants pendant 7 décennies, ce fut le moment des adieux définitifs. Il n'y eut ni enchères retentissantes chez Christie's, ni vente secrète à un collectionneur anonyme. La transmission de ce trésor fut silencieuse, invisible et dictée par les lois de la succession au trône. Au moment où le monde disait adieu à la reine, sa collection de bijoux personnels, y compris le présent du Nizam, est passée en la propriété du nouveau monarque, le roi Charles III. Une transmission silencieuse du pouvoir a eu lieu et le collier, qui hier encore était le symbole vivant d'une reine régnante, s'est transformé du jour au lendemain en un artefact historique, une relique d'un âge d'or révolu.
L'atmosphère émotionnelle de ce moment n'était pas empreinte d'agitation, mais d'une profonde et silencieuse tristesse. Durant les jours de deuil national, l'éclat des diamants a cédé la place à la luminescence discrète des perles, pierres traditionnelles du chagrin pour la famille royale. Les grands joyaux, y compris le collier du Nizam, ont été rangés dans les coffres de Buckingham Palace. Leur lumière s'est estompée, ils se sont enfoncés dans l'ombre, dans une période d'oubli, en hommage à leur unique et incomparable propriétaire. Pour le monde entier, ce fut un moment de réalisation collective. Jamais plus, nous ne reverrions ce collier au cou d'Élisabeth II. Pendant 70 ans, il n'a connu qu'une seule propriétaire. Son départ a créé un vide, engendré une intrigue. Quel destin attend désormais ce chef-d'œuvre? À qui le nouveau roi confiera-t-il le privilège de le porter? Deviendra-t-il une pièce du vestiaire joaillier de la reine consort Camilla? Ou sera-t-il transmis à la nouvelle princesse de Galles, Catherine, comme un symbole de continuité générationnelle? La fin d'une époque engendre toujours des interrogations sur le début d'une autre. Et le monde entier, retenant son souffle, attendait de voir quand cette cascade de diamants réapparaîtrait sur le devant de la scène. L'attente ne fut pas longue. Bien avant que l'ère d'Élisabeth II ne touche à sa fin, la reine elle-même avait entrouvert la porte de l'avenir de son trésor légendaire. En février 2014, lors d'un gala à la National Portrait Gallery, un événement ébranla le monde des connaisseurs en joaillerie. La duchesse de Cambridge, Catherine, fit son apparition dans la salle, baignée par les flashs des appareils photo. Sur le fond de sa robe vert foncé signée Jenny Packham, quelque chose brillait, éblouissant et douloureusement familier. C'était lui, le collier du Nizam d'Hyderabad. Pour la première fois en plus de 60 ans, il était vu sur quelqu'un d'autre que la reine. Ce n'était pas une simple apparition, c'était une déclaration retentissante. Sur la jeune reine Élisabeth, le collier avait été le symbole d'un pouvoir naissant, le signe de la grandeur et de la responsabilité étatique. Au cou de Catherine, il acquit une toute nouvelle interprétation. C'était un emblème de continuité, d'élégance et de l'avenir de la monarchie. La flamme froide des diamants, habituée à côtoyer rubans d'ordres et tiares d'État, scintillait désormais sous les projecteurs, en accord avec une coiffure moderne et un maquillage impeccable. De régal, il s'est transformé en un artefact de mode absolu, prouvant sa beauté intemporelle. Ce geste de la part de la reine était inestimable. En permettant à la jeune duchesse de porter l'un des bijoux les plus emblématiques et précieux de sa collection personnelle, Élisabeth II a envoyé un signal puissant au monde entier. Ce n'était pas un simple prêt. C'était un acte de confiance suprême, une onction publique, le signe qu'elle voyait en Catherine une digne héritière des traditions. Ce fut une leçon silencieuse, mais éloquente, sur la manière de porter l'histoire, de supporter le poids non seulement des carats, mais aussi de l'héritage d'une nation entière. Le monde de la mode et les observateurs royaux exultèrent. Les photographies de Catherine portant le collier firent le tour de toutes les publications mondiales. Un véritable miracle s'était produit. Le bijou, indissociablement lié à l'image d'un monarque du XXe siècle, s'intégrait parfaitement à l'esthétique du XXIe. Il devint un pont, reliant la génération de la grand-mère à celle des petits-enfants, prouvant qu'un véritable chef-d'œuvre ne vieillit pas, mais acquiert de nouvelles significations entre les mains d'une nouvelle icône de style. C'est précisément à ce moment que la valeur du collier a atteint son apogée absolu. À son histoire incroyable, le don de l'homme le plus riche du monde, 70 ans au cou de la reine la plus célèbre, s'est ajouté une nouvelle couche décisive. Il est devenu un symbole d'avenir. Sa valeur se composait désormais non seulement du prix des diamants et de sa provenance, mais aussi de la valeur immatérielle de ce geste de continuité. Le collier du Nizam d'Hyderabad a prouvé qu'il n'était pas une pièce de musée. Il est une partie vivante et respirante de la couronne britannique, prête à briller dans une nouvelle ère. Alors,
Où se trouve ce trésor aujourd'hui? On ne le trouvera pas dans une vitrine de musée, ni dans l'exposition des joyaux de la Tour de Londres. Le collier du Nizam d'Hyderabad, étant un cadeau personnel, fait partie de la collection privée des monarques britanniques et non des joyaux de la couronne appartenant à l'État. Aujourd'hui, comme les autres reliques personnelles de la reine Élisabeth II, il a été transmis par héritage au roi Charles III et est conservé dans les coffres sécurisés du palais de Buckingham. Il attend son heure pour se révéler à nouveau au monde, au cou de la reine Camilla ou de la princesse de Galles. Son statut actuel est celui d'une légende vivante. Le collier est définitivement passé de la catégorie des bijoux à celle des grands artefacts historiques. Désormais, chacune de ces apparitions publiques n'est pas un simple événement mondain, mais un événement historique minutieusement orchestré, un message d'immuabilité et de continuité monarchique. Il n'est plus un simple accessoire complétant une tenue. Il est, en soi, une image, portant en lui le souvenir d'une grande reine, la générosité d'un monde de Maharaja révolu et l'avenir du trône britannique. Quant à sa valeur, les experts estiment aujourd'hui le collier à une somme dépassant les 80 millions de dollars, ce qui en fait le bijou royal le plus cher au monde. Mais ce chiffre n'est qu'une pâle ombre de sa valeur intrinsèque. Elle se compose de plusieurs strates. La première, fondamentale, est la valeur matérielle. Le travail impeccable de la maison Cartier et le poids de dizaines de diamants d'une pureté absolue, dont beaucoup sont probablement originaires des légendaires mines de Golconde. Mais son véritable prix, astronomique, est forgé par ce qui ne saurait être ni pesé ni mesuré, sa provenance immaculée. C'est un cocktail unique de noms légendaires, créé par la maison Cartier, offert par l'homme le plus riche de son époque, le Nizam d'Hyderabad. Il fut, durant 70 ans, la carte de visite de la femme la plus célèbre du monde, la reine Élisabeth II, et est aujourd'hui devenu un symbole d'avenir entre les mains de la nouvelle princesse de Galles. Chacun de ces éléments multiplie sa valeur de manière exponentielle. Ce trésor est impossible à reproduire, son histoire est irréplicable, et par conséquent, il est inestimable. Alors, quel bijou est réellement le plus précieux? Au début de notre exploration, nous nous sommes posé cette question. Et maintenant, après avoir traversé des décennies d'histoire, nous pouvons apporter une réponse définitive. Le trésor le plus précieux n'est pas celui qui affiche l'étiquette la plus chère ou la pierre la plus imposante. La broche dite « Grandmother's Chips », ornée de fragments gigantesques du diamant Cullinan, peut être plus chère en équivalent purement monétaire, mais son histoire est celle d'une famille et d'un héritage. L'histoire du collier du Nizam d'Hyderabad, elle, est celle d'un monde entier. Il est l'incarnation physique de grandes drames et ambitions humaines. Dans ses froides facettes, s'est figée à jamais l'espérance désespérée du dernier Nizam qui tenta d'acheter son avenir et échoua. Dans son éclat, s'est reflétée la joie d'une nation entière, y voyant un symbole de renaissance après une guerre terrible. Son poids fut porté pendant 70 ans par la reine, pour qui il n'était pas un luxe, mais une partie de son uniforme, le signe de son inébranlable dévotion au devoir. Ce collier est l'exemple parfait de la manière dont un objet inanimé devient un chroniqueur vivant. Il a vu plus que n'importe quel historien. Il fut présent lors de réceptions privées, témoin de moments familiaux intimes et au centre de l'attention lors d'événements de portée mondiale. Il a absorbé l'écho des rires, les murmures des diplomates, les flashs des appareils photos et le passage silencieux du temps. Et son histoire n'est pas achevée. Chaque fois qu'il réapparaît en public, que ce soit au cou de la reine Camilla ou de la princesse Catherine, une nouvelle page est inscrite dans ses annales. Il continue de vivre, acquérant de nouvelles significations et servant de pont entre le passé, le présent et l'avenir de la monarchie britannique. Il a cessé d'être un simple ornement. Il est devenu un symbole de l'éternité de l'institution elle-même. Le collier du Nizam d'Hyderabad est un miroir dans lequel s'est reflétée toute une époque. C'est une capsule temporelle,
renfermant espoir et déception, l'éclat du triomphe et le drame silencieux des coulisses. Il prouve que les plus grands trésors ne sont pas ceux qui reposent dans des coffres, mais ceux qui vivent à travers l'histoire. Et dans ce froid et éternel éclat de diamant, le collier du Nizam d'Hyderabad a trouvé sa véritable immortalité.